BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous jusqu'à 18h. Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la Française, et Frédéric Ponchon, gérant action européenne chez Sycomore Asset Management. Il faut qu'on continue de parler des banques centrales. Il y a le sujet de la Réserve fédérale américaine et puis il y a un sujet aussi du côté de la BCE qui vient d'émerger, qui a émergé depuis hier avec ses propos d'officiel de la BCE rapportés par l'agence Bloomberg. Oui, on est en train de réfléchir à la manière dont on va sortir du programme d'achat d'actifs du côté de la Banque centrale européenne. Je rappelle, 80 milliards d'euros par mois, au moins jusqu'en mars 2017. Peut-être qu'en décembre, la BCE va annoncer et officialiser une extension du programme, mais après, on sait que la prochaine étape, ce sera plutôt de réduire le robinet. Comment vous regardez ça, Frédéric? Vous dites que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils y réfléchissent dès maintenant, ou attention, ils vont peut-être un peu vite en besogne, et le marché n'y est pas encore prêt, et en tout cas, n'est pas encore à ce stade-là du cycle de politique monétaire, là. Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'on se prépare à avoir cette discussion et qu'on s'y prépare tous. Je pense que l'idée sous-jacente, c'est effectivement peut-être de modifier légèrement, avec un petit peu moins d'intensité à court terme, des programmes de la BCE, et en revanche d'étendre un peu plus dans le temps la période sur laquelle on sait qu'on aura un soutien de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc dans ce cadre-là, c'est assez intéressant de se donner de la visibilité, de la longueur de temps, et c'est un support qui, pour plusieurs années, du coup, est assez positif pour les valorisations des actifs risqués. Donc qu'on le fasse de manière un peu progressive, qu'on s'y prépare, c'est une bonne chose. Et je pense qu'on suit dans ce chemin un petit peu ce qu'a fait la BOJ, la Banque du Japon. Ouais. La Banque du Japon fin septembre, où c'était un petit peu la même idée de moins d'intensité à l'instant T pour plus de longueur. Et aussi, ça permet de mieux coordonner la politique monétaire avec l'action des gouvernements, qui est un petit peu plus longue, et de les obliger à faire un certain nombre de réformes structurelles pour pérenniser la croissance et relever le niveau de la croissance potentielle. Mais voilà, c'est cohérent avec un environnement de taux bas qui va perdurer, parce que là on voit les taux remonter aujourd'hui. Évidemment, on se dit oula, s'ils commencent déjà à réfléchir à arrêter, il va falloir que le marché anticipe, et donc les taux pourraient remonter un peu plus brusquement que prévu. Non, c'est pas pas le sujet. Alors je pense que c'est cohérent avec le maintien d'un niveau de taux bas, mais pas ultra bas. Ouais. Et les taux ultra bas, c'est gênant dans la mesure où c'est totalement inédit. Les niveaux de taux qu'on a actuellement, et c'est très handicapant quand même pour le secteur financier qui est sous pression, et on voit que les banques remontent, les assureurs remontent aussi. Alors il y a d'autres éléments, mais tout ce mécanisme un petit peu de revenir vers des choses un petit peu plus saines en termes de niveau de taux, tout en restant dans un environnement de taux qui sera durablement bas, je pense à un environnement de travail qui est plus favorable pour les investisseurs. Oui, c'est ça. Il y a toute une gradation entre taux moyennement bas, taux très bas, taux ultra bas. C'est pas tout à fait la même chose pour le marché. Là, on est peut-être allé trop loin, et c'est ce que disent alors la Banque du Japon effectivement il y a quelques semaines, mais c'est d'une certaine manière la BCE en prend acte également aujourd'hui, Gilles. Je crois qu'on a eu pas mal de messages. Alors effectivement, comme c'est noyé dans une masse, on n'y prête pas toujours attention, mais de plusieurs banquiers centraux au Japon et en Europe, mentionnant le fait que les taux bas, c'était pas si bien que ça pour l'économie, comme le disait Frédéric. Donc voilà, on sent bien que aujourd'hui, les niveaux qu'on avait atteints sur les taux d'État européens, notamment, étaient relativement déconnectés de la réalité économique. Ouais. Et ce sera d'autant plus prégnant si on commence à observer une petite remontée, même légère, de l'inflation, ce qui n'est pas improbable dans les prochains mois. Donc effectivement, on était peut-être arrivé à des niveaux qui étaient excessifs, et le mouvement qu'on observe depuis 2 jours on peut même pas parler de correction. On est juste sur une espèce de retour à une certaine normalité. On normalise un petit peu les choses. On reste quand même sur des niveaux qui sont encore extrêmement bas. Voilà, l'important est que le mouvement se fasse de manière assez raisonnée, progressive. Les à-coups, c'est vraiment ce qui crée cette volatilité qui parfois est un petit peu compliquée à piloter, à gérer dans un portefeuille diversifié ou action, j'imagine. Et c'est possible justement d'avoir cette transition un peu en douceur, parce qu'on se souvient, on a l'exemple américain qui est plus avancé que nous, mais en mai 2013, quand le patron de la Fed à l'époque, Ben Bernanke, évoque lui aussi, alors de manière publique, mais l'idée qu'à un moment on va réduire le programme d'achat, ça provoque une phase de
ce qu'on a appelé la crise de nerfs des marchés, enfin le taper tantrum. Donc c'était, on n'en est pas là aujourd'hui en Europe, mais ça montre quand même que c'est pas facile à piloter ces phases de transition. C'est pas facile, c'est d'autant moins facile qu'on voit que les marchés sont très épidermiques et peuvent réagir différemment à la même nouvelle, ou inversement réagir de la même manière à des nouvelles différentes. Donc c'est toujours un peu compliqué. On a vu lors de la dernière réunion de la BCE où finalement il y avait aucune nouvelle, le marché s'était un petit peu énervé en disant ils ont absolument pas parlé de la difficulté d'acheter des actifs obligataires, ils ont absolument pas parlé de la fin du programme. Là hier, on a plutôt une nouvelle où on nous dit, et ça avait provoqué à l'époque une petite tension. Hier, on a plutôt un message, alors effectivement à prendre avec beaucoup de guillemets, puisque on sait pas exactement, on a une source mais non officielle, mais pas divulguée, donc c'est toujours un peu compliqué. Et on voit également cette petite tension parce que là, d'un seul coup, on se dit ils réfléchissent à. Alors c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, on n'est même pas arrivé au terme. On n'est pas à mars 2017 et on commence. Alors, c'est peut-être bien de préparer le marché. Je pense qu'aujourd'hui, les banquiers centraux sont dans une démarche effectivement aussi de préparation permanente pour faire en sorte, que les choses se déroulent selon un scénario bien rodé. Effectivement, on revient quasiment positif sur le 10 ans allemand. On est encore très légèrement négatif, mais oui, on remonte quand même de 8 points de base, par exemple, sur le 10 ans allemand cet après-midi. L'autre élément et l'autre événement marquant sur les marchés aujourd'hui, même si là aussi le mouvement s'est un peu calmé, c'est sur la livre sterling. Ce matin, on était passé sous 1,27 $. Donc on regarde la paire sterling-dollar, la paire historique, Frédéric, sous 1,27, nouveau plus bas depuis 31 ans. Comment est-ce que vous comprenez cette rechute un peu violente là de la livre sterling depuis quelques jours, depuis les propos de Theresa May le week-end dernier? Est-ce que le marché là est en train de vraiment prendre acte du scénario qui va se dérouler? Est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que les lignes se sont clarifiées? Et puis moi, j'aimerais qu'on continue d'expliquer pourquoi est-ce que les cours de bourse et l'indice britannique, le FTSE, est quasiment sur des niveaux records actuellement, Frédéric. C'est vrai que suite au choc un petit peu du Brexit, il y a eu un premier stade de forte baisse de la livre. Et depuis, c'était pas passé grand-chose. Ça a été l'été. Tous les chiffres finalement de consommation au Royaume-Uni étaient plutôt bien orientés. Parce qu'effectivement, le Royaume-Uni a reçu beaucoup de touristes du fait de la faiblesse de la livre, et inversement, les Britanniques sont assez moins partis à l'étranger du fait du renchérissement, notamment de l'euro. Donc tout ça a beaucoup soutenu, surtout sur la période estivale, la consommation. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur. Après une période où on a repris un peu le goût au risque en juillet-août. Là, Theresa May nous dit qu'elle va activer l'article 50 d'ici mars. Donc là, on rentre dans une période inconnue, puisque il y a de très nombreuses questions qui vont probablement quand même ralentir les niveaux d'investissement au moins des entreprises, puisque devant l'inconnu, ça va être compliqué pour des décideurs de mettre des investissements lourds sur des conditions de retour sur investissement qu'ils ne connaissent pas encore. Ça, on l'a pas vu encore. Ça, on l'a pas encore vu. C'est un petit peu tôt. C'est des processus de décision qui sont pas à la quinzaine. On est encore très tôt après le Brexit. Et les entreprises étaient finalement assez peu préparées. J'avais vu un sondage avant le Brexit où seulement 40% en fait des conseils d'administration avaient évoqué une sorte de plan B si le Brexit l'emportait. Donc c'est des sujets qui vont être un petit peu longs. Après, sur le plan de la consommation et de la livre sterling sur la consommation, on a toujours un petit peu des effets de base. C'est-à-dire on se met dans un nouvel environnement. Les touristes viennent de manière assez ponctuelle, puis après reprennent un petit peu leur flux touristique plus classique et se répartissent mieux suivant les différentes géographies. On a connu ça en Europe continentale l'année dernière avec les Américains et les Chinois, les Japonais. Assez vite, de trimestre en trimestre, les flux se sont estompés du fait des effets de base. Donc pareil du point de vue de la consommation, avec des sociétés internationales, notamment dans le luxe par exemple, qui vont surveiller leur architecture de prix pour relever les prix au Royaume-Uni, de même que les hôtels, on va avoir un côté un petit peu moins attractif. Et il y a les premiers effets très positifs, et puis au fur et à mesure, les effets s'annulent un peu d'une certaine manière. Et donc sur le marché, pourquoi est-ce qu'on est au plus haut? Parce que les grands indices
reprennent surtout des grandes capitalisations qui sont extrêmement exposées à l'international et qui bénéficient à plein de la livre. Ça, en tant que stock picker, sélectionneur de valeur, je le disais, Action européenne, vous êtes ouvert au marché britannique, Frédéric, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre manière d'investir éventuellement sur les actions britanniques? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous écartez désormais? Est-ce que vous avez décidé de réduire un peu la pondération géographique dans vos portefeuilles? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous là? Alors, on est un petit peu plus discriminant en termes de taille de capitalisation, c'est-à-dire que les petites capitalisations, et on le voit d'ailleurs quand on regarde les indices de petite capitalisation, c'est une toute autre image de ce qu'on voit sur le FTSE 100 en termes de performance, sont plus domestiques, donc plus en risque en fait par rapport à l'évolution de la situation au Royaume-Uni, alors que les grandes capitalisations exposées dollars type par exemple Glaxo ou Shire ou même Burberry ont beaucoup bénéficié, à mon avis continueront de bénéficier de cette situation. Donc c'est vrai qu'on est loin des sociétés domestiques, des petites valeurs et plus grande capi avec expo dollars sur des segments d'activité pas trop cycliques. Est-ce que les lignes se sont clarifiées depuis le discours de Theresa May? Elle en a prononcé encore un aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle nous dit qu'elle veut l'accès le plus libre possible au marché unique pour les entreprises britanniques. Et puis 2 phrases après, elle nous dit que sur l'immigration, ils lâcheront rien et que c'est une politique britannique qui sera menée depuis la Grande-Bretagne sur les questions d'immigration. Donc on a toujours cette espèce de paradoxe. Est-ce que les lignes néanmoins sont un peu plus claires là, selon vous, Gilles? Sur la partie, je dirais, économique, effectivement, on est tous un peu surpris par la publication des chiffres qui sont tous très bons et la bonne tenue du marché britannique est aussi liée au fait que la Banque centrale est restée très accommodante lors de la dernière mouture, enfin de sa dernière réunion. Aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette posture très accommodante, elle va être difficile à tenir de la Banque centrale. Elle va être difficile à tenir si les chiffres continuent d'être aussi bons dans les prochaines semaines, prochains mois. Après, comme le disait Frédéric, je pense qu'on n'a pas vu encore l'impact réel de ce vote, de ce référendum. Et donc aujourd'hui, il est probable que la difficulté d'accès au marché unique européen va probablement poser à un moment donné des difficultés aux entreprises britanniques. Donc, et pour vous, le choix entre ce qu'on a appelé le hard Brexit et le soft Brexit, il a été fait. C'est ce à quoi d'ailleurs réagit le marché sur la livre sterling. C'est ce qu'on a beaucoup entendu après le discours de Theresa May. Elle a fait le choix, ça y est, du hard Brexit. Oui, alors après il y a aussi des postures politiques qui sont pour nous, il faut un peu déconnecter aussi du cycle économique et du cycle boursier. Mais là, on est effectivement dans une posture assez dure devant les conservateurs. Il fallait effectivement afficher cette vue assez marquée. Voilà, c'est compliqué parce que on a peu de visibilité. On vient à peine de connaître à peu près le timing et rien n'est fait. Tout peut encore évoluer. Donc aujourd'hui, je pense il est compliqué de se positionner en se disant voilà, la situation va être très claire à partir de mars et on sait que voilà comment ça va voilà les incidences. C'est un petit peu tôt à mon avis pour le dire. La chute du sterling, ça peut aller jusqu'où, Gilles? Je sais pas. Enfin, il y a des limites, des planchers ou alors il y a des positionnements de hedge funds qui sont effectivement très marqués aujourd'hui. Alors voilà, on sait que c'est des choses qui peuvent se retourner très vite. Compliqué parce que là on est aussi dans il y a cet aspect. Là tout le monde est dans le même sens, on a l'impression. Absolument, ça c'est clair. C'est d'ailleurs étonnant de regarder un peu je regardais ce matin le parallèle entre l'évolution de la bourse japonaise et de la devise nippone et puis l'évolution de la bourse UK et puis le sterling. On voit bien l'impact. Durant l'été, je crois durant le mois de septembre, on a aussi des effets sectoriels qui étaient très forts sur les minières. On a des progressions à 2 chiffres sur je crois que les 4 premières hausses, enfin les plus fortes hausses des indices actions sont 4 minières ou 3 minières. Donc voilà, on a cet aspect-là. Bon, c'est aujourd'hui c'est sur la devise, voilà, le plancher, il est difficile à trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des positionnements qui sont très consensuels, qui sont très marqués. Et donc là, vous dites attention. Et qui peuvent se retourner vite. Voilà, donc prudence. Quand tout le monde est dans le même sens, effectivement, on peut avoir des contre-pieds violents parfois. D'ailleurs, on voit que ça se stabilise. Voilà, on est passé sous 1,27 ce matin pour le sterling face au dollar. On remonte à 1,2750 actuellement. On va marquer une courte pause, messieurs. Bientôt 17h30, on va vivre ensemble la fin de séance sur les marchés européens, des marchés européens qui résistent d'une certaine manière. On perd à peine quelques points sur les grands indices, le DAX ou le CAC 40 à Paris. Le CAC toujours très proche des 4500 points.
Fin de séance légèrement négative pour l'instant. À Paris, le CAC 40 cède de 0,2%. On aura la clôture définitive dans quelques minutes pour l'indice parisien, juste sous les 4500 points. On est toujours avec nos invités en plateau. Gilles Ménard, responsable de la gestion flexible de La Française. Frédéric Ponchon, gérant action européenne chez Sycomore Asset Management. On sera dans un instant aux États-Unis avec Sabrina qui suit pour nous la séance américaine du jour. Les marchés américains qui sont positifs pour l'instant. Et on retrouve par téléphone Xavier Robert, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. Xavier, un mot de cette séance, parce que finalement on voit quand même quelques signaux d'appétit pour le risque sur le secteur financier, sur les matières premières. Ça se reflète pas franchement, on va dire, dans les grands indices européens. Non, ça se reflète pas franchement dans les grands indices européens. Effectivement, on est une séance qui a été vraiment marquée par les déclarations après marché hier soir, enfin en tout cas reportées par Bloomberg, associés à la Banque centrale européenne. Donc c'était très positif pour les taux. Donc bien évidemment pour le secteur financier qui ressort en hausse de 1,47% pour les banques. L'assurance en hausse d'environ 1% pour l'instant. Ça a été l'événement majeur de la séance de manière claire. Après, il y a eu également quelques petits événements sur le plan microéconomique. On a pu voir notamment du côté de Accor, dont le Capital Market Day a du mal à passer auprès des investisseurs, ou également donc cette histoire entre SFR et Altice où l'AMF, on n'a pas encore les raisons exactes, n'a pas voulu accepter l'OPE de Altice sur les minoritaires de SFR. Alors on pourra y revenir parce que SFR effectivement recule de 4% et puis Accor aussi qui signe une baisse de plus de 3,5%. Frédéric, on voit le secteur des foncières là, typiquement Idibaï, Rodamco, Clépierre qui s'enfonce, alors que le secteur financier profite de la remontée des taux. En face, on a un certain nombre de valeurs, de types de dossiers qui pourraient souffrir d'une remontée des taux et des rendements, Frédéric? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de secteurs, les foncières en premier, qui ont vraiment beaucoup bénéficié en fait de la baisse des taux boursièrement. Ou alors d'autres types de secteurs qui sont des secteurs plus défensifs, qu'on appelle un peu bond-like, qui ont atteint des niveaux de valorisation finalement qui sont assez tendus parce qu'elles avaient justement des profils proches de profils obligataires. Donc ça, c'est effectivement en risque si jamais on avait une remontée des taux qui était trop rapide. La différence entre les secteurs défensifs et les foncières, c'est que sur les secteurs défensifs de croissance, la croissance des résultats peut compenser la pression que les taux vont immanquablement provoquer. Oui, c'est ça. Il y a deux manières de voir les cas d'investissement. Ceux qui offrent des rendements type obligataire, quasiment avec des cash flows très récurrents. Et puis il y a quand même dans ces secteurs défensifs aussi des histoires de croissance. C'est quoi un exemple là, par exemple? Mais quand on regarde des sociétés typiquement comme Essilor, par exemple. Ouais. Très clairement, les niveaux de taux bas ont favorisé le soutien de valorisation élevée. Mais si Essilor arrive à continuer de croître à 2 chiffres ses résultats... Il a dit quoi, 10%, c'est ça, le patron d'Essilor? Voilà, on peut avoir un élément très fort de soutien quand même aux valorisations et aux cours boursiers en tout cas. Bon, voilà pour le panorama de cette fin de séance. En Europe, on aura la clôture finale du CAC 40 dans 1 minute maintenant. Coup d'œil sur ce qui se passe chez vous à Wall Street. Sabrina, on vous retrouve en duplex du Nasdaq, fin de matinée pour la séance américaine, des marchés américains positifs avec pas mal de bonnes nouvelles sur le front des statistiques économiques. Un ISM des services qui est ressorti nettement au-dessus des attentes de la communauté financière, juste au-dessus de 57 points sur le mois de septembre, nette amélioration par rapport au mois précédent et donc bonne nouvelle saluée par les marchés avec de belles progressions. Depuis ce matin, vous avez le Dow Jones qui grimpe de 0,6%, 18 284 points, le S&P 500 affiche une hausse de 0,5%, quant au Nasdaq, c'est un gain de 0,6% pour l'indice, 5 322 points. J'en ai chargé avec d'autres statistiques sur le front de l'emploi. On a eu l'enquête ADP avec 154 000 créations de postes, un tout petit peu moins bien que prévu. On attend bien sûr vendredi les chiffres officiels du département du travail. On a eu également le pointage du côté du marché pétrolier, les stocks hebdomadaires de pétrole qui ont reculé la semaine passée. Les valeurs du secteur qui sont en hausse, plus 0,8% pour Exxon ou encore Chevron. Les valeurs tech également bien orientées, notamment Twitter qui profite encore de toute une vague de spéculation, plus 4,2%. Selon le Wall Street Journal, on pourrait avoir des offres dès cette semaine. Salesforce parmi
Les parties intéressées reculent d'un petit peu plus de 7% aujourd'hui. Vous avez Micron également, quelques résultats d'entreprise salués, plus 1,7% après les chiffres supérieurs aux attentes. Et puis Constellation Brands qui prend un petit peu plus de 1% là aussi après ses résultats trimestriels. Voilà pour le panorama de cette séance américaine en cours. Évidemment, la clôture, ce sera à 22h avec vous depuis le Nasdaq, Sabrina. Et puis nous, on est en train de clôturer définitivement le marché parisien avec un CAC 40 au final qui termine juste sous les 4500 points. On a lâché quelques points sur les grands indices européens, pas tous d'ailleurs, hein. On voit la bourse de Milan qui gagne 1%, toujours un peu à contre-tendance la bourse de Milan en ce moment. Le secteur bancaire et le secteur financier au sens large qui a plutôt soufflé aujourd'hui, hein, qui a mené cette séance. On voit BNP Paribas en tête du CAC, plus 3,4%, AXA plus 3%, Société Générale gagne 3% également, l'automobile bien orienté également, et puis le secteur pétrolier, ou en tout cas la thématique pétrolière en bourse qui a fonctionné. On voit Orcac, Vallourec qui gagne 4,5% par exemple, CGG qui progresse de plus de 2% alors que les cours du pétrole restent fermes et même continuent de progresser. On est remonté à $52 sur le baril de Brent cet après-midi, une hausse d'environ 2%. Et puis à l'inverse, on le disait, les foncières qui souffrent un petit peu alors que les rendements obligataires sont remontés quand même depuis hier soir, hein. Le 10 ans allemand est presque positif ce soir. Unibail-Rodamco signe la plus forte baisse du CAC, moins 4%. Clépierre recule de près de 3%. Des valeurs défensives, effectivement, qui étaient un peu plus délaissées aujourd'hui. L'Oréal, moins 2,5%. Sodexo recule d'un peu plus de 2%. Veolia Environnement, dans le secteur des services aux collectivités, recule de près de 2%. Et puis quelques histoires spécifiques, on va en parler dans un instant. SFR, moins 4%. Et Accor, également, qui tenait sa journée investisseur, qui recule de 4%. Voilà pour la fin de séance sur les marchés en Europe et sur le marché parisien. Le CAC qui clôture en baisse de 0,29%, moins 0,3%, 4489 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau pour nous accompagner jusqu'à 18h, Frédéric Ponchon, gérant Action Européenne chez Sycomore Asset Management, Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la Française. On est toujours par téléphone avec Xavier Robert, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. Gilles, un mot du pétrole, hein. C'est vrai que ça ne s'arrête quasiment plus, $52 sur le Brent. Il y a eu les stocks, il y a peut-être l'ouragan Matthews aussi là qui s'approche des côtes américaines. Ça peut jouer, c'est un facteur qui joue un petit peu sur les cours aujourd'hui. On a une conjonction de facteurs, on a eu la réunion de l'OPEP, on a eu effectivement cet épisode d'ouragan. On a aussi des niveaux techniques, hein. On a débordé, je crois que Xavier Robert y faisait allusion tout à l'heure, on a débordé des niveaux techniques. Là, l'idée c'est plutôt d'aller maintenant s'établir dans un range 50-60 dollars pour le baril. Voilà, donc plutôt de bon augure, hein, malgré tout. C'est plutôt une bonne nouvelle pour pas mal d'économies. Donc là encore, hein, je pense que c'est un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la rapidité du mouvement qui peut parfois être difficile à absorber, mais voilà, on est sur des tendances qui se font de manière assez linéaire quand même. Et ce sont des thèmes alors qu'on a vu réapparaître. On rappelle, hein, en début d'année, c'était la fin d'un monde, hein, oui. Fin des matières premières, fin du monde émergent, et tout ça fonctionne ensemble. Hein. Il y a cette reflation des matières premières dans leur ensemble. On parle beaucoup du pétrole, mais les métaux également qui ont beaucoup regagné de terrain, et puis c'est allé de pair avec la réappréciation aussi d'un certain nombre d'actifs émergents. Cette thématique ou ces thématiques qui sont liées là, elles sont encore de mise pour vous. Ce sont des tendances qui peuvent encore se poursuivre, Gilles? Oui, alors sur la thématique émergente, on peut en parler, c'est un tout petit peu différent. C'est aussi la thématique de spread, recherche de spread sur la partie dette émergente. Les écarts de taux. Voilà, écarts de taux bien sûr. Et puis sur la partie action émergente, c'est aussi un effet valorisation et un effet macro où on a vu une stabilisation. Mais cette stabilisation des économies émergentes, elle est en partie due, évidemment à un effet richesse pétrole qu'on observe depuis quelques mois désormais. Bon, ça a été l'année du retour des émergents, en grâce en tout cas aux yeux des investisseurs. Oui, ça peut continuer. Il y a un truc qui s'est mis en place un peu durable là. On a vu quand même là des flux depuis un certain nombre de mois sur les actions, sur la dette d'abord et ensuite sur les actions qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur, et je pense que le mouvement est pas fini. En tout cas, chez nous, on considère que sur la partie, même si on a eu un resserrement des spreads d'à peu près 100 BP sur la dette émergente selon qu'on regarde en local ou en devise dure, on pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à jouer. Et sur les actions émergentes, il y a quelques belles histoires. Alors bien évidemment, je vais pas vous faire le coup du il
faut faire de la sélection pays par pays. Mais il y a quelques belles histoires aujourd'hui en termes macroéconomiques en Chine. On sent vraiment que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En Inde, il y a des réformes d'envergure qui sont en train de se mettre en place et qui là donnent vraiment de la visibilité au marché pour revenir de manière plus durable en fait sur la classe d'actifs. Xavier Robert, les quelques histoires spécifiques du jour, effectivement, alors le secteur financier qui profite de la remontée des taux en Europe, on l'a bien raconté, mais sur SFR et sur Accor qui perd près de 4% ce soir, qu'est-ce qui est mal passé là auprès des investisseurs qui étaient réunis par le management d'Accor aujourd'hui, Xavier? Le fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose, tout simplement, il n'y a eu aucune surprise particulière au cours de cet événement qui était assez fortement attendu. Ils avaient pas mal communiqué sur ce Capital Market Day au moment où ils avaient annoncé le spin-off de Hotel Invest et de Hotel Services il y a déjà pas mal de mois maintenant. Donc au final, on attendait peut-être un petit peu plus que ce qui a été annoncé au cours de ce Capital Market Day, notamment sur la partie Hotel Invest où finalement on a eu assez peu d'informations particulièrement nouvelles, assez peu de surprises. Il y avait une petite inquiétude de la part du marché sur la guidance débit de la société avec peut-être un Q3 assez compliqué. Au final, Accor a réitéré cette guidance, donc ils ont été plutôt positifs de ce côté-là, mais ça n'a absolument pas suffi. Le stock avait eu tendance à légèrement rebondir. Dans l'ensemble, il faut voir quand même que le secteur Travel and Leisure dans l'ensemble était quand même assez négatif aujourd'hui en Europe, mais Accor a été le sous-performeur maximum. On est vraiment dans ce qu'on peut appeler en bourse le pas de nouvelles. Cette fois, pour le coup, ça peut être bonne nouvelle, mais là, ça a été plutôt mauvaise nouvelle. On donne Accor sur cet événement qui n'a pas donné grand-chose. Les nouvelles étaient déjà bien intégrées et le marché en attendait peut-être un peu plus. Et il n'a pas eu ce qu'il attendait. Et c'est vrai que voilà, on recule de 3,8% sur Accor ce soir. Et puis sur SFR, là, est-ce qu'on a des éléments d'explication, de justification de la décision de l'AMF, la Altis, donc la holding de Patrick Drahi, voulait racheter les minoritaires d'SFR qu'elle ne détenait pas encore, autour de 22%, je crois, et l'AMF a dit non, Xavier. Ouais, c'est extrêmement rare comme événement de la part de l'AMF de refuser un deal. C'est quelque chose que de mémoire on a quasiment jamais vu. Donc on attend avec impatience. Ça devrait être publié aux alentours de ce soir, en tout cas on l'espère. Les détails de la décision de l'AMF, on ne sait pas exactement pour quelles raisons ils ont rejeté l'OPE de Altis sur SFR. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons de valorisation? Est-ce que ça peut être lié à d'autres points? Donc on sait qu'il y avait eu pas mal de courriers, de bruit négatif qui avaient été faits autour de cette offre de la part de minoritaires qui espéraient probablement des meilleurs termes que le ratio de 8 pour 5 qui avait été présenté par Altis sur SFR. Au final, l'AMF a même refusé tout simplement l'offre de SFR. Ça a plutôt quand même surpris négativement le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'offre sur la table tout simplement. Donc au final, le downside sur SFR n'est plus capé et donc des investisseurs qu'on peut appeler event-driven ont tendance à sortir de cette opération. Mais au final, si on regarde SFR par rapport à Altis, aujourd'hui, la sous-performance de SFR est de 5% uniquement. Je rappelle qu'on parlait d'un deal annoncé par Altis sur SFR qui était fait dans des conditions jugées peu extraordinaires par la plupart des analystes et sans prime par rapport à la dernière cotation, à peine 2% au moment où ça avait été lancé. Pour le titre SFR, effectivement, donc voilà, cette prime là qui disparaît et le titre recule de plus de 4% cet après-midi. Merci beaucoup Xavier, merci d'avoir été avec nous. Xavier Robert, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. On va marquer une dernière pause. Messieurs, vous restez avec nous. Frédéric Ponchon pour Sycomore Asset Management et Gilles Ménard pour La Française avec un CAC 40 en clôture ce soir en baisse de 0,3%, 4489 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités, Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de La Française et Frédéric Ponchon, gérant Action Européenne chez Sycomore Asset Management. On a parlé des banques centrales, du pétrole, de la macro, des sujets politiques avec le Brexit notamment. Si on se focalise un peu sur le fondamental, c'est-à-dire les résultats d'entreprise, à un moment on y revient toujours, je crois, Frédéric. Ça va recommencer d'ailleurs aux États-Unis dès la semaine prochaine et puis j'imagine que ça va suivre quelques jours après ou quelques semaines après en Europe pour les résultats du troisième trimestre. Est-ce qu'on va être encore sur une année de croissance nulle des bénéfices pour les entreprises européennes ou est-ce que cette fois on peut espérer quand même quelque chose à la fin de cette année ou dans la perspective de 2017?
Alors, à ce stade-là, pour 2016, sauf Q3 et Q4 exceptionnels, c'est plié. On n'est pas parti pour une grosse année de croissance. En début d'année, le consensus, comme un peu chaque début d'année, attendait quelque chose à 2 chiffres entre 12 et 15%, et tout l'exercice des analystes a été de réduire leurs anticipations jusqu'à arriver légèrement au-dessus de 0 à la fin de l'été. On a peut-être un tout petit peu remonté, mais en tout cas c'est pas majeur comme croissance des bénéfices, et c'est pas de nature à pouvoir tirer les marchés. Sur 2017, on attend à aujourd'hui 13% de croissance des bénéfices, mais encore une fois on se repositionne dans le cas typique de une nouvelle période qui s'ouvre avec un petit peu d'optimisme. Alors peut-être que cette fois-ci il sera confirmé, mais pour l'instant ça reste encore des projections. Si on regarde l'environnement macroéconomique et si on se base sur les chiffres du FMI qui ont été révisés récemment, on a 3,1% de croissance sur 2016, 3,4% attendu sur 2017, avec des perspectives plutôt à des mauvaises surprises qu'à des bonnes. Donc c'est pas ce passage-là qui va permettre d'avoir une croissance à 2 chiffres significative des résultats des entreprises au global. Alors après, peut-être que des secteurs vont faire des rebonds. On parlait du secteur bancaire, des pétrolières aussi. Où on est tombé très très bas, évidemment, avec des attentes qui étaient excessivement basses là aussi. Et il y a eu des effets de swing qui peuvent être assez majeurs. Mais au global, la croissance, elle va pas être voilà, et c'est la 5e année consécutive. Oui, c'est ça, parce que comme on l'explique, on a au global, en agrégé, comme vous dites, des bénéfices en Europe qui sont encore très très en dessous de ce qu'on avait avant la crise, alors qu'aux États-Unis, on est bien au-dessus, on plafonne peut-être même d'ailleurs aujourd'hui sur le cycle de profit américain. Enfin, comment on explique? Alors, il y a eu tout ce qu'on a traversé en Europe et on a passé pas mal d'écueils et de problèmes, mais enfin aujourd'hui, on a quand même un petit filet de croissance qui ne se dément pas d'ailleurs, qui est plutôt résilient. Comment est-ce qu'on explique? Et on nous dit que les entreprises sont bien gérées, qu'il y a un effet de levier quand même derrière, même si on a une croissance aussi faible que celle qu'on a. Alors c'est vrai que si on fait la comparaison avec les États-Unis, c'est important aussi d'avoir en tête le mix sectoriel. Ouais. On a beaucoup plus chez nous de financières par exemple, qui ont concentré les problèmes en termes de résultats ces dernières années. Et si on expurge justement des financières, est-ce qu'on a des choses un peu plus correctes? On expurge des financières, notamment sur le type de secteur que moi je suis, qui vont être les valeurs plutôt de croissance défensive. On est en termes de profit bien au-delà du dernier pic de 2007, et en termes de profitabilité, on est revenu, sans avoir beaucoup baissé d'ailleurs, mais on est revenu aussi au-delà de 2007. Donc c'est vraiment une question d'appréciation sectorielle, et aussi en termes de pays, c'est-à-dire qu'il y a plus d'homogénéité aux États-Unis entre les sociétés qu'en Europe, où on va avoir des sociétés grecques ou portugaises ou italiennes qui sont peut-être dans le processus, mais qui partaient de loin quand même pour restaurer leur profitabilité. Donc ça c'est un premier point, c'est celui de la croissance des bénéfices dont on a besoin pour alimenter la performance boursière et aussi pour soutenir les valorisations, au-delà de l'environnement de taux. Aujourd'hui, si on regarde les valorisations, on se paye à peu près 15 fois les résultats sur l'Europe ou la zone euro, sur une moyenne historique qui est plutôt de 13,5. Donc on est un petit peu au-dessus. Ce qui nous fait être assez prudent. On est un petit peu entre deux eaux sur les marchés. On n'a pas beaucoup de croissance bénéficiaire, mais c'est quand même un petit peu solide. On voit la reprise en Europe qui est là, les États-Unis qui se tiennent quand même. Et d'un autre côté, on n'a pas beaucoup de perspectives d'amélioration des ratios de valorisation. Des deux côtés, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas une ligne claire avec une croissance à venir et un potentiel de revalorisation. C'est un moteur qui nous manque, et notamment je parle spécifiquement pour les actions européennes, parce que enfin la liste des risques on connaît, BCE, est-ce qu'elle va réduire ou pas, les élections, enfin référendum, enfin tout ça c'est intégré, secteur bancaire aussi, voilà. Mais est-ce qu'à un moment, quand on revient à 4005 ou 4006 sur le CAC, c'est le petit déclencheur qui nous manque, là, cette croissance des bénéfices, pour espérer s'ouvrir de nouvelles perspectives sur les actions européennes et rattraper un certain retard qu'on peut avoir par rapport à d'autres marchés, Gilles? Alors oui, c'est clair qu'effectivement la valorisation boursière est censée refléter les perspectives bénéficiaires, en tout cas les bénéfices des sociétés. Donc oui, c'est clairement. Mais ça, je dirais que c'est peut-être dans un second temps, puisque on va comment dire, avoir ces résultats au fil de l'eau. Et aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a quelque chose là depuis. On sent que c'est un petit peu d'appétit qui revient. Vous parliez d'un peu d'appétit pour le risque.
les bancaires sont peut-être un secteur à regarder d'un œil un petit peu plus fort ces derniers temps. Pas oublier, cet été, je crois que j'en avais déjà parlé la fois dernière, au Japon, on a eu un mouvement de taux de l'ordre de 20 à 30 BP. Ouais. Les bancaires ont pris 25 à 30% sur l'été. Et une violente remontée, remontée des taux japonais. Je dis pas qu'on va reproduire ce schéma en Europe, c'est pas du tout mon propos, mais en revanche, ça peut donner une idée de cette reprise de risque et d'un secteur qui peut dynamiser l'ensemble de la côte européenne. Ça peut être le secteur pétrolier, mais ça peut être aussi le secteur financier, par exemple. Donc à surveiller. Bon, secteur financier, ça avance d'ailleurs. Il y a eu Deutsche Bank, il y a les banques italiennes. On a l'impression que en Europe, on a aussi ce problème. Il y a des gros sujets là. Voilà, il y a du spécifique qui est lourd. Sur la Deutsche Bank, vendredi, on a vu quand même que le marché réagit très épidermique, réagit très très fort sur une nouvelle. Donc voilà, c'est compliqué aujourd'hui de rentrer agressivement sur le secteur financier par exemple, parce qu'on a ces risques spécifiques qui sont très forts en Italie et en Allemagne aussi. On sait que la Deutsche Bank nous on n'est pas très inquiet, on surveille de très près, mais on pense effectivement qu'en termes de solvabilité la banque peut tenir le coup. Après il va falloir mesurer la taille de l'amende et voir si les provisions qui ont été passées, qu'on estime aux alentours de 3 à 4 milliards je crois sur le dossier qui est sous le coup du département de justice américaine. Voilà, si c'est bien au-dessus de ça, évidemment ça va redonner de l'inquiétude. Et puis inversement, si on tangente les 3-4, ça pourrait là aussi apporter du souffle en fait. Deutsche Bank qui essaye de négocier d'ailleurs avec l'administration en place. Le but pour eux, c'est d'avoir un deal, un accord avec le département de la justice avant le 8 novembre prochain. Bon, d'ailleurs, Deutsche qui se tenait à peu près correctement, oui même très correctement, on a refranchi les 12 € sur Deutsche Bank aujourd'hui. On était passé sous les 10 en fin de semaine dernière, en hausse de 3% à l'ensemble du secteur bancaire en Europe qui s'est plutôt bien porté aujourd'hui. Oui, c'est un des signes d'appétit pour le risque sur cette séance, même si ça ne s'est pas concrètement traduit dans la progression des indices, mis à part la bourse de Milan qui gagne 1% ce soir. Les autres indices européens sont dans le rouge. Le CAC, je vous rappelle, moins 0,3%, 4489 points. Que se passe-t-il à Wall Street, Sabrina? On fait un dernier détour avant de clore cette émission par New York et les marchés américains qui sont toujours positifs, et je crois même que la tendance haussière s'est encore un petit peu accélérée, Sabrina. Oui, on est sur les plus hauts niveaux de la séance, plus 0,7% pour l'indice Dow Jones. Très précisément, on grimpe de 121 points avec un indice à 18 289 points. Le S&P 500 de son côté affiche une hausse de 0,5%. Quant au Nasdaq, c'est une progression de 0,7% pour l'indice, 5 325 points avec des statistiques très encourageantes. On a eu bien sûr ce matin l'ISM des services, un ISM qui est ressorti nettement au-dessus des attentes, juste au-dessus des 57. Le consensus était aux alentours de 53, en amélioration par rapport au mois précédent. On a eu également les chiffres de l'emploi, l'enquête ADP dans le secteur privé, 154 000 créations de postes. Alors certes, plus faible création depuis le mois d'avril dernier, c'est moins que prévu, mais on attend surtout les chiffres officiels du département du travail ce vendredi. On a eu également le pointage du côté du marché pétrolier avec les stocks hebdomadaires de pétrole, des stocks qui ont reculé la semaine dernière, et un secteur qui est haussier. On prend 0,8% sur Exxon ou encore Chevron. Les technologiques également, de nouveau bien orientées, notamment Twitter qui continue sur sa lancée. On prend plus de 4%, 24,50 $ pour le titre Twitter qui profite toujours de ces spéculations sur un éventuel rachat avec plusieurs parties intéressées. On a beaucoup parlé de Salesforce qui perd aujourd'hui 7,6%, Disney ou encore Alphabet. Des offres pourraient être faites dès cette semaine selon le Wall Street Journal. Et puis quelques résultats d'entreprise avec Micron qui prend 0,9%, des chiffres supérieurs aux attentes, ou encore Constellation Brands, le groupe de vins et spiritueux qui prend 2,5% suite à ces chiffres supérieurs au consensus. Voilà donc pour cette séance, on est sur les plus hauts, donc un Dow Jones qui grimpe de 0,7%, Grégoire, à 18 291 points. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous à New York, c'est toujours la hausse qui l'emporte sur les marchés américains. La clôture, ce sera à vivre avec vous depuis le Nasdaq en direct à 22h ce soir. Je vous rappelle, nous, la clôture des marchés européens, légère baisse, le Stock 600 recule de 0,55%, l'Eurostock 50 a tenu un peu mieux, moins 0,1%, et le CAC à Paris qui clôture juste sous les 4500 points. Merci messieurs d'avoir été avec nous pendant cette heure. Frédéric Ponchon, gérant Action Européenne chez Sycomore Asset Management, et Gilles Ménard qui nous accompagne également, responsable du pôle gestion flexible de la Française. Bientôt 18h, très bon début de soirée sur BFM Business. On se retrouve évidemment dès demain à partir de 15h.
BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.